Salut à tous les randonneurs, à tous les amoureux de l'Europe. Et cette semaine, je vous ai concocté un top 10. Et après le top 10 des îles et avant des top 10 sur les pays, les massifs de l'intérieur de l'Europe, cette semaine, je m'attaque à un milieu intermédiaire avec les côtes continentales. Alors c'est vrai que la plupart des sentiers côtiers intéressants se situent dans les îles, mais le continent n'est pas en reste et on peut facilement dégager une dizaine de randonnées qui valent le coup d'être parcourues dans la longueur sur notre continent. Alors je précise tout de suite que par continent, j'entends vraiment le bloc qui va, disons, de l'Estonie à la Grèce. Et j'exclus les deux péninsules qui ferment l'Europe. D'abord la Scandinavie au nord, même s'il y a pas mal de randonnées le long de la façade atlantique en Norvège. Et j'en ai fait quelques-unes, mais bon, c'est vraiment un milieu difficile, donc je préfère ne pas en parler. Et j'exclus aussi au sud l'autre péninsule, l'Anatolie, l'actuelle Turquie. Même si, paradoxe, le sentier le plus connu en Turquie, c'est précisément un sentier côtier, la voie lycienne, qui permet de parcourir le littoral sud du pays sur plusieurs centaines de kilomètres. Je l'ai fait, il est magnifique, mais bon, je ne le prendrai pas en compte dans la vidéo d'aujourd'hui. Si donc on se restreint à ce bloc continental qui va de la mer Baltique à la mer Égée, en dehors d'une randonnée que j'ai mis 10e parce que c'est un coup de cœur même si elle est courte, il y a vraiment 9 grandes randonnées qui se distinguent. Et selon tel ou tel critère, chacune de ces 9 randonnées pourrait être sur le podium. Mais parmi ces critères, il y en a quand même deux d'essentiels qui sont d'une part la longueur de la randonnée et d'autre part son caractère montagneux, le fait qu'on longe de hautes falaises, voire des montagnes, et donc par conséquent qu'il y ait du dénivelé, du challenge, du spectacle, des panoramas. Et pour moi, j'avoue que ce critère est déterminant et c'est pour ça que j'ai séparé mes 9 randonnées en 2 blocs. De la 7e à la 9e place, j'ai mis des randonnées qui se déroulent sur la façade atlantique, qui sont donc superbes, mais qui ne longent des falaises que de 100 mètres maximum. Alors que de la 1e à la 6e place, j'ai mis des randonnées qui se déroulent sur la façade méditerranéenne et qui toutes ont des sections sur des montagnes longeant le littoral et pourtant s'élevant au-delà des 1000 mètres. Donc pour moi, c'est des randonnées exceptionnelles et qui méritent d'être mises en avant. Mais trêve de bavardage et place au classement. Et à la 11e place, j'ai fait une petite mention pour la seule randonnée intéressante de toute la façade nordique, c'est-à-dire qui va de Cherbourg à Saint-Pétersbourg. Sur cet immense littoral, il n'y a qu'une section passablement sauvage, découpée et proposant un peu de relief. Il s'agit d'un itinéraire de 80 km sur la côte estonienne, entre Paldiski et la capitale Tallinn. De quoi marcher 3 grosses journées le long de la Baltique, majoritairement sur des sentes perdues en pleine nature. La côte qui suit offre un parcours encore plus court mais 10 fois plus jubilatoire, puisqu'il s'agit des Calanques, ce chaos calcaire surréaliste qui s'étend de Marseille à Cassis. Dommage que le plaisir ne dure qu'une quarantaine de kilomètres, une cinquantaine tout au plus si on prolonge jusqu'à la Ciotat. De quoi vous occuper 3 jours tant le parcours est exigeant, mais attention, le bivouac est strictement interdit dans le parc des Calanques, donc si vous cherchez à camper, il vous faudra repiquer le soir dans les terres, ou jouer avec la Loire, ou bien avaler en une journée très costaud de la section Marseille-Cassis. Niveau paysage par contre, c'est vraiment le grand spectacle. Aux 9e et 8e places, j'ai calé 2 segments de côte de la péninsule ibérique. Radicalement différentes par l'atmosphère qui en émane, mais mesurant la même longueur, environ 200 km. De quoi vous occuper une semaine à bon rythme. Et je parlerai d'abord du Sentier des Phares, qui est localisé dans le coin de littoral le plus sauvage d'Espagne, en Galice. En pays celtique donc, et ce qui est étonnant, c'est qu'il ressemble fortement aux autres chemins des douaniers celtiques, ceux de Bretagne, d'Angleterre ou du Pays de Galles par exemple. Ici comme là-bas, vous aurez affaire à un temps doux et humide et à un littoral découpé, constitué de petites falaises en granit parfois rosacées et de criques encaissés, d'une végétation mêlée de feuillus, de conifères et de buissons d'ajoncs ou de bruyères, à une façade maritime venteuse, agitée par de fortes marées qui permettent parfois de chanter les contours du chemin en coupant par la plage, enfin des phares réguliers, dont celui où se conclut le sentier au sud, le phare de Fichtera, l'un des plus mythiques d'Europe puisque la plupart des pèlerins de Compostelle y achèvent leur aventure. Ceci dit, au regard de la Bretagne ou de l'Angleterre, le sentier des pêcheurs souffre d'un grave handicap. Il nous fait transiter par des villages sans aucun charme, ce qui est paradoxal quand on sait que l'arrière-pays galicien en compte pas mal. Le parcours reste tout de même attirant et je recommande aux pèlerins de Compostelle qui veulent poursuivre l'aventure au-delà de Saint-Jacques de repiquer plein nord vers le port de Malpissa, où il démarre pour le suivre jusqu'à Fichtera, où il s'achève. Ça permet une arrivée à Fichtera bien plus épique que par le sentier officiel, qui transite par des routes et pistes quelconques. L'autre sentier ibérique se situe à l'autre bout de la péninsule, au sud du Portugal. Et il s'agit du sentier des pêcheurs, qui longe la plus belle portion de côte lusitane de Sines à Lagos. Comme je vous le disais, il y en a pour 200 km en surplomb de petites falaises dans des paysages colorés et changeants, la plupart du temps face à l'océan, même s'il faut parfois repiquer dans les terres pour contourner tel ou tel bras de mer. Je vous conseille de ne pas ignorer la section finale qui repique vers l'est et Lagos après la pointe de Sagres, le bout du Portugal, car ce final compte certains des plus beaux panoramas.
Et pour avoir arpenté ce littoral en plein hiver, je recommande la période, tant le climat y reste amical. Qui plus est, les mois de novembre et décembre sont ceux où les vagues atteignent leur dimension maximale dans cette région mythique pour les surfeurs européens. J'en ai croisé des centaines de cric en cric, la plupart allemands, dormant en vanne avant d'attaquer la barre à l'aube. De quoi causer un peu ou manger en bonne compagnie entre deux sections de marche. À la 7ème place, je vais mentionner un 3e sentier balisé longeant la façade atlantique, mais bien plus long que les précédents, puisqu'il s'agit tout simplement du plus long sentier continental d'Europe, le GR34 breton, qui s'étend environ sur 1300 km de côte sauvage entre Cancale et Lorient, presque sans temps mort. On pourrait même allonger le parcours jusqu'au Cotentin et à Cherbourg. Pour ceux que ça intéresse, j'ai mentionné dans ma vidéo sur le top 7 des coins de randonnée breton les meilleurs segments du GR34 à mon goût. Si on jugeait les sentiers du continent européen par la longueur et l'homogénéité, le GR34 serait sans doute le numéro 1, tant il se montre constant dans sa générosité en paysage, en petites falaises granitiques, en chemins de terre sillonnant des maquis de buissons sur des centaines de kilomètres. Le charme opère dans la nature, mais aussi dès qu'on retrouve la civilisation, en traversant des ports pittoresques ou en croisant des chapelles, fontaines, calvaires, phares, sémaphores ou abbayes en ruines de toutes sortes. À signaler aussi la douceur du climat et donc des nuits en bivouac, même hors saison. Bref, le GR34 est vraiment un sentier côtier à part, et je ne l'ai placé à la 7ème place que pour une raison, les 6 premiers ont une dimension qui lui manque cruellement, à savoir un cadre montagnard. Et en effet, les 6 premières zones côtières d'Europe ou randonnées de mon classement ne sont pas seulement des côtes, mais aussi de véritables montagnes, s'élevant 1000 mètres au-dessus de la mer avant d'y plonger soudainement. Autre point commun, elles sont toutes situées en Méditerranée. Difficile de les hiérarchiser car elles ont des atouts spécifiques, mais je relègue tout de même à la 6ème place un sentier très particulier, puisqu'il s'agit de celui qui fait le tour du mont Athos, le centre spirituel du monde orthodoxe. Dans cette péninsule vivent des milliers de moines coupés du monde et organisés en une communauté autonome depuis un millénaire. La presqu'île est interdite aux femmes et les hommes ne peuvent s'y rendre que pour quelques jours, en bateau et en tant que pèlerins. Et si presque personne ne va là-bas pour marcher, c'est un lieu exceptionnel pour la rando itinérante. J'ai fait 2 fois le tour de la péninsule et en parlerai plus longuement à l'avenir dans une vidéo dédiée. Je me contenterai ici de présenter un parcours selon moi optimal pour en faire le tour en 110 km de haute tenue, presque toujours en bord de mer, en une semaine. L'itinéraire passe dans les 20 monastères sacrés, transite à mi-parcours dans le seul village, Karies, passage indispensable pour renouveler son Diamantirion, le pass de 4 jours renouvelable une fois qui vous permet de rentrer et de sortir de l'île et de dormir dans les monastères. Le principal temps fort du sentier qui fait le tour du mont Athos, c'est la section de 40 km qui va du monastère de la Grande Laure, le plus vieux et sacré du monde orthodoxe, jusqu'à celui de Simonopétras, un édifice grandiose comptant parmi les plus sidérants de tout le continent. Ce sentier montagnard est multiséculaire et intact. Il traverse ici des forêts primaires, surplombe là des falaises gigantesques, et par endroits prend la forme d'une voie pavée de grande classe. Au fil de ces 40 km, vous croiserez d'autres monastères majeurs presque aussi impressionnants, ceux d'Aios Pavlos, de Dionysiou, de Grigoriou, et aussi quelques skites, ces monastères secondaires qui sont très nombreux sur la péninsule. Et surtout, vous aurez gravi chemin faisant le mont Athos, le plus haut pic côtier d'Europe, puisqu'il surgit directement de la mer pour s'élever à 2000 mètres. Les 70 km restants de mon tracé dans le mont Athos sont moins spectaculaires, même si on reste la plupart du temps sur des sentiers et qu'on passe par une quinzaine de monastères rivalisant de majesté. Mais le fait qu'il ne soit pas si long, inégal et inaccessible aux randonneuses m'a incité à ne pas le classer plus haut. Tout comme le mont Athos, les 5 premiers sentiers de mon classement sont méditerranéens, mais situés dans 2 zones bien précises du bassin, le littoral occidental de l'Italie d'une part, et d'autre part celui des Balkans, en mer Adriatique. C'est dans ces 2 coins en effet que la côte continentale européenne se fait la plus montagneuse, offrant de ce fait les panoramas les plus inoubliables sur l'immensité maritime. Et la randonnée côtière que j'ai mise en 5e place, celle des Monts Céroniens, en Albanie, passe tout simplement par le plus haut sommet côtier d'Europe, le mont Sikes, 2045 mètres. Ce pic n'est d'ailleurs que le plus saillant d'une longue crête de pure nature qui longe la mer sur une 60aine de kilomètres, du bourg d'Imara à celui d'Oricum. En soi, c'est exceptionnel, mais attention, l'arête est très exigeante, par son dénivelé bien sûr, par la rudesse du revêtement calcaire de ses sentiers, mais surtout par l'absence totale de points d'eau en dehors du col de Liogara, situé à mi-distance. Il faudra donc passer 1 ou 2 jours en autonomie complète avant et après le passage par ce col. Le challenge est encore plus corsé si vous décidez, 10 km après le col, de quitter les hauteurs pour la côte en descendant vers la plage de Grama, attiré par la perspective d'une bonne baignade. En effet, passé cette plage, le sentier indiqué sur les fonds de carte qui longent la mer est non balisé, mais surtout indicible, parfois inexistant, et le parcours très exigeant physiquement. On progresse à la vitesse d'une tortue à 2 km à l'heure maximum. Les criques par lesquelles on transite sont encaissées et difficilement accessibles,
et chaque baignade se méritera. En été, vous aurez pu vous recharger en eau au resto de la plage de Grama, mais subirez dans les 20 derniers kilomètres une chaleur intense vu la faible altitude. Et hors saison, le restaurant de Grama sera tout simplement fermé. Bref, le challenge est très corsé et je l'ai appris à mes dépens durant mon passage. À réserver aux costauds donc, capable d'embarquer 6 litres d'eau et plus. Au vu de la difficulté du trek, de son faible kilométrage, de la difficulté d'accès de la zone également, je ne l'ai placé qu'au 5e rang, loin derrière les 4 premiers. Entre ces 4 zones, difficile d'établir un classement, et toutes mériteraient la première place, mais s'il faut faire un choix, je donne la médaille en chocolat à la côte monténégrine. Un sentier officieux de presque 200 km là aussi, très relevé et plus ou moins balisé, le parcours intégralement de la frontière albanaise à la croate, de Bar à Herceg-Novi, la Primorska Planinarska Transversala, ou transversale adriatique. Du début à la fin, cet itinéraire est superbe, mais il devient carrément grandiose au niveau des Bouches de Kotor, un site magique où l'on surplombe du haut de parois de 1000 mètres 4 golfs interconnectés, au fond desquels trône la vieille ville iconique de Kotor. Les 2 journées passées dans les hauteurs des Bouches de Kotor sont les plus épiques que j'ai vécues sur un littoral. Mais est-ce vraiment un littoral ? Au final, on a plutôt affaire à une mer intérieure, un grand lac comme ceux de Côme ou de Garde. Et les sections de la transversale adriatique longeant au sens strict le rivage, par exemple autour de la baie de Budva, sont moins enchanteresses. C'est pourquoi j'ai exclu ce parcours et cette zone du podium. Sur la 3e marche de ce podium, donc j'ai plutôt choisi un coin d'Italie célébrissime, la Riviera. De Nice à Gênes, la Riviera a déjà du charme, mais reste très construite et asphaltée, donc médiocre au plan de la randonnée. Par contre, de Gênes à La Spezia, la nature reprend le dessus, notamment dans 2 zones iconiques, la péninsule de Portofino et surtout les Cinque Terre. La façade maritime s'élève parfois directement de la mer jusqu'à 800 mètres, fourmille de sentiers aménagés avec ingéniosité à l'italienne, et cerise sur le gâteau, les villages bâtis à flanc de falaise deviennent si beaux et colorés qu'ils comptent parmi les plus photogéniques du monde. Un cocktail parfait pour une marche de 150 km de haut niveau que j'ai tout récemment réalisé et dont je publierai un vlog la semaine prochaine. Malgré tout, je ne donne à la Riviera ligurienne que la médaille de bronze, car je lui ai préféré 2 montagnes côtières qui ne s'élèvent pas seulement à 800 mètres, mais carrément à 1500 mètres d'altitude. Et l'argent va à une section magique, elle aussi située en Italie. Je vais bien sûr parler de la côte amalfitaine, entre Salerno et Sorrento. La côte amalfitaine, c'est le combo ultime entre panorama, sentier et village. Côté panorama, on évolue constamment en terrain ouvert, sur un versant montagneux qui se dresse à plus de 1000 mètres au-dessus de la mer, avec des perspectives majestueuses sur les falaises et l'île de Capri. Côté sentier, on enchaîne les portions iconiques, sentier des dieux bien sûr, mais aussi d'Abu Tabela, ou de Cospito et bien d'autres. On évolue sur des parois verticales, parfois à mi-hauteur, parfois sur la crête, toujours en tutoyant le vide, et même si une route bouchonnée passe en contrebas, on ne la repère pas des hauteurs et on se sent toujours en pleine nature. Et quand on retrouve la civilisation, le régal subsiste car on avance sur des voies pavées qui s'infiltrent dans les replis de la falaise, entre des vignes en terrasse ou dans les ruelles étroites de villages perchés à flanc de falaise. Et ces villages, parlons-en, ils comptent parmi les plus spectaculaires du continent. Ici dispersés dans la montagne, là plus concentrés dans un encaissement de la côte. Si vous suivez le parcours que j'ai en description, vous visiterez d'est en ouest Maiori, Minori, Ravello, Scala, Pontone, Atrani, Amalfi bien sûr, avec sa cathédrale iconique, puis passerez en amont de Praiano ou Positano, que des villages superbes. Seul défaut de la côte amalfitaine qui lui coûte la première place, elle est assez courte et ne propose que 60 km en ligne directe de Salerne à Sorrento. Même si en opérant une boucle depuis la baie de Naples comme sur le parcours que je vous affiche, on peut prolonger le plaisir 40 km de plus. Enfin, je ne pouvais pas ne pas donner l'or à ma section de côte préférée en Europe, la côte croate. Si on la prend dans son ensemble, elle compte pas mal de temps faible, mais 2 sections légendaires. La première au nord du pays, dans le Velebit, mais qui ne se situe pas toujours strictement en bord de côte. Et la seconde au sud, entre Ploče et Split, qui offre 150 km avec en point d'orgue le passage dans le parc national du Biokovo, en amont de Makarska. Il y a tout ce que j'aime là-bas, une montagne calcaire complètement sauvage, généreuse en refuges non gardés, en sentiers au revêtement intraitable, en voies pavées ancestrales et surtout un panorama grandiose sur la mer Méditerranée, qu'elle domine directement de presque 1500 mètres. Admirer de là-haut les îles éclatées de l'archipel dalmate au soleil couchant, après une journée de lutte sur les chemins, c'est une des plus belles expériences qu'on peut vivre le long des côtes du continent. Si vous vous contentez de marcher entre Ploče et Split, vous en aurez pour une petite semaine à bon rythme. Mais ces 150 km peuvent aussi être le premier tiers d'une randonnée plus longue, dont le second tiers de 150 km transiterait dans les collines intérieures de la Croatie pour connecter la zone du Biokovo à celle du Velebit, où vous attendrez un troisième tiers de 150 km de haut vol en surplomb de la Méditerranée. Le tout formant un parcours de 450 km que j'affiche à l'écran avec quelques temps faibles certes, mais constituant dans son ensemble un must de la randonnée côtière européenne.
Et voilà, c'est ainsi que s'achève mon top 10 que je rappelle donc de la 10e à la première place. Les Calanques de Cassis, le Sentier des Phares en Galice, le Sentier des Pêcheurs au Portugal, le GR34 en Bretagne, le mont Athos en Chalcidique, les monts Céroniens en Albanie, la côte intégrale du Monténégro, la Riviera italienne, la côte amalfitaine toujours en Italie, et en tête donc la côte croate. A très bientôt!